a une exploitation de 220 hectares qui est entièrement dédiée à l'agriculture biologique et qui comporte des productions donc porcines et des productions ovines avec la race emblématique de la région qui est la race limousine. C'est un modèle bio et c'est un modèle qui va être autonome sur l'alimentation et avant tout d'essayer de soigner par des plantes ou par de l'homéopathie. Et donc on a développé des marchés sur de la restauration hors domicile avec le Civut de Bordeaux. Toutes ces recettes ont été élaborées au sein de l'établissement par un groupe de cuisiniers avec notre diététicienne pour pouvoir permettre d'avoir un menu apprécié, équilibré. Lorsque l'on travaille des produits vivants comme le veau, nous sommes obligés de rencontrer les agriculteurs. Ça nous permet en fait de travailler sur un équilibre complet. Avec l'agence bio. Le troupeau, c'est de la blonde d'Aquitaine, c'est la race locale. Ce qu'on recherche au niveau du troupeau, c'est d'avoir l'autonomie maximum. Le bio, c'est de faire avec les ressources qu'on possède sur notre exploitation. On a une gamme de produits naturels, comme de l'argile, du sel, du vinaigre de cidre, et qui vont permettre de se prévenir de toute maladie. Une vache qui digère bien, qui mange bien, c'est un animal en bonne santé. Le repas d'aujourd'hui, c'est une viande locale avec des légumes qui viennent pareil à 15 km de chez nous. Ça fait 5 ans qu'on donne de la qualité à des enfants de 3 à 10, 11 ans. On leur a apporté de 0 à 80% produits bio. C'était De la terre à l'assiette avec l'agence bio. Bonjour à tous. Voilà, après cette petite mise en bouche, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce webinaire donc, où nous allons parler de viande bio avec nos nombreux invités. Et donc, nous allons... alors déjà, petite question technique, excusez-moi. N'oubliez pas, si vous avez des questions et des réponses, et des questions à nous poser, vous allez dans cette petite fenêtre en bas, Q et R, questions et réponses. Cette fenêtre, c'est important, nous pourrons récupérer toutes les questions et éventuellement les envoyer après le webinaire si nous n'avons pas le temps d'y répondre en direct à nos interlocuteurs qui vous répondront par mail. Et sinon, la petite fenêtre discussion, c'est effectivement, si vous aviez des problèmes techniques d'audition ou quoi que ce soit, voilà, c'est juste simplement pour ça, mais n'oubliez pas, questions-réponses sur QR. Donc voilà, je suis Laurent Terrasson de l'association Cantine Responsable et journaliste aussi à l'Autre Cuisine. Nous allons tout de suite commencer, et chacun de nos invités se présenteront, avec une petite introduction de Dominique Langlois, qui est président d'Interbev, et de Philippe Cellier, qui est éleveur de bovins bio et président d'Interbev Bio. Monsieur Langlois, je vous passe la parole. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et en ma qualité de président d'Interbev, je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire auquel vous êtes très nombreux à participer sur le thème Loi Egalim et viande bio, une volonté politique et quelles techniques pour y arriver. Alors Interbev, vous le savez, représente la filière élevage et viande et œuvre avec un objectif concret, permettre aux enfants de manger de la viande à la cantine, de la viande rouge française de qualité, issue de nos élevages familiaux et herbagers. Vous le savez, la fréquence de consommation moyenne de viande rouge en restauration scolaire est d'un peu moins de 2 repas par semaine, soit 100 à 200 grammes. Cette réalité correspond à ce que nous défendons. Mieux vaut manger des quantités raisonnables de viande à la cantine, mais des viandes françaises issues de nos systèmes d'élevage durables, familiaux et caractérisés par une alimentation principalement à l'herbe. À ce titre, je rappellerai la proposition faite au pouvoir public de soutenir notre mode de production de viande française dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience. Il convient de prendre en compte différents points, la proximité de production, le niveau d'autonomie de l'exploitation et la durée minimale de pâturage. L'objectif est de faciliter l'approvisionnement et l'achat de viande locale et ou durable qui caractérise le mieux manger. Pour atteindre cet objectif ambitieux, ce mieux manger est partagé par les citoyens et les pouvoirs publics. Une étude récente montre que majoritairement les Français souhaitent avoir des informations sur la valorisation des prairies, des pâturages et des paysages
en somme la biodiversité. Face à cette demande, le gouvernement s'est engagé à agir pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. La loi Egalim du 30 octobre 2018 fixe un objectif à la restauration scolaire de 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% en produits biologiques, au 1er janvier 2022. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la commission bio d'Interbev travaille pour faciliter l'approvisionnement. Ce sera un thème fort de la réunion d'aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle que la restauration scolaire joue dans l'éducation alimentaire de nos enfants. Il est en effet de notre devoir de permettre aux citoyens de demain d'accéder aux viandes de qualité produites en France et en particulier le bio. Sans tarder, je passe la parole à Philippe Sellier, président de la commission bio d'Interbev, qui va vous présenter les actions de sa filière. Je vous souhaite une très bonne réunion et vous remercie. Merci, Monsieur Langlois. Monsieur Sellier. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. En tant que président de la commission bio d'Interbev, je partage avec Dominique Langlois le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Loi Egalim et viande bio en restauration scolaire. Donc, une volonté politique et également quelles techniques pour y arriver. La commission viande bio d'Interbev représente et accompagne les professionnels de la filière viande bio afin de développer la production et la consommation des viandes bio, notamment au sein de la restauration collective et commerciale. Le développement de la production est là. Il permet d'approvisionner de nombreux restaurants scolaires. En 2019, 8,5% des surfaces agricoles françaises étaient cultivées en bio. Elle a doublé en 5 ans et l'objectif est d'atteindre 15% en 2022. Les volumes d'abattage étaient également en augmentation, plus 16% par rapport à 2018. L'année 2020, elle a confirmé cette augmentation de l'offre, quel que soit le type de viande, la viande de porc, de veau, d'agneau ou de bœuf. Nous avons structuré et organisé la filière pour répondre à la demande. Nous l'avons fait grâce à la mise en place d'un socle commun d'engagement entre tous les maillons qui visent à encourager les démarches collectives durables. Les ventes dans les différents circuits de distribution se développent également, notamment en restauration hors domicile, plus 34% par rapport à 2018. C'est la preuve que les actions que nous avons engagées dans ce secteur depuis la programmation de la loi Egalim en 2018 commencent à porter leurs fruits. Je rappelle que l'objectif de cette loi Egalim est de proposer 20% de produits bio d'ici 2022, c'est-à-dire pour demain. Ces actions visent à répondre à la demande toujours plus forte des consommateurs français et des élus pour trouver plus de produits locaux, de produits bio et de qualité dans les cantines. Pour cela, nous menons au sein de la commission des viandes bio d'Interbev plusieurs actions. Il y a régulièrement des prises de parole, conférences, colloques, webinaires comme celui d'aujourd'hui sont effectués sur les problématiques relatives à l'introduction des viandes bio en restauration collective, approvisionnement, disponibilité et prix. Nous avons organisé les premières éditions des trophées de l'innovation viande bio en restauration hors domicile, qui récompense des produits les plus innovants pour ce secteur. Cela avait été un grand succès. Nous avons donc relancé et la deuxième édition est lancée pour l'année 2021. Nous faisons aussi régulièrement des rencontres avec les professionnels de la restauration hors domicile. Cela à l'occasion des salons dédiés tels que Restoco ou le Salon des maires. Le webinaire d'aujourd'hui est dédié aux solutions et aux techniques d'achat efficaces pour se fournir en viande bio et en proposer dans les menus des restaurants scolaires. Tout est désormais réuni pour que les enfants des écoles françaises aient accès à une alimentation saine, durable, de qualité avec des viandes de bœuf, de veau, d'agneau et de porc bio, tous produits dans le respect de la planète et du vivant. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Je repasse la parole à Laurent.
Merci Philippe Sellier. Eh bien, écoutez, avant de nous engager dans les débats, puisque nous avons déjà une question, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, nous a fait l'honneur de vouloir introduire ce webinaire. Donc, nous avons enregistré une vidéo et donc nous allons vous la passer tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Le contexte sanitaire nous oblige malheureusement à échanger par écran interposé et à inventer de nouvelles manières de nous réunir, comme vous le faites avec cet événement inédit. Et je dois le dire, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à cette occasion. La loi Egalim, vous le savez, a fixé un objectif très précis à la restauration collective. Il s'agit d'intégrer à ces menus au moins 50% de produits durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques, à compter du 1er janvier 2022. Cet objectif, il est ambitieux, mais il répond à la fois aux attentes de nos agriculteurs et de nos concitoyens. D'une part, c'est un enjeu de souveraineté pour notre agriculture, car il s'agit au final d'offrir des débouchés à nos producteurs. D'autre part, les Français accordent de plus en plus d'importance à leur alimentation, véritable déterminant de leur santé. Cette mesure concourt donc à un véritable objectif de santé publique, manger sainement au travail, à l'école, à l'hôpital. C'est un objectif absolument essentiel et c'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement a proposé de l'étendre à la restauration collective privée dans le cadre du projet de loi climat en cours d'examen à l'Assemblée, à la fois pour créer plus de débouchés pour nos agriculteurs et en même temps pour promouvoir des produits de qualité au sein de cette restauration. Alors un chantier important a été mené pour savoir où nous en sommes aujourd'hui par rapport à cet objectif fixé dans la loi Egalim pour le 1er janvier 2022. L'étude que nous avons réalisée a porté sur près de 42 millions de repas servis en 2019 par des grands groupes de la restauration collective. Cela révèle l'ampleur du travail à réaliser, ne serait-ce que pour savoir d'où l'on part. Et au début de l'année 2021, nous avons eu ces premiers résultats qui montrent que dans la restauration collective publique, à peu près 15% de produits de qualité sont servis, dont 7% issus de l'agriculture biologique. Cela montre la marche qu'il reste à franchir pour atteindre cet objectif de la loi Egalim, 50% de produits de qualité, dont 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Alors, dans le contexte de crise sanitaire, cet objectif, évidemment, il n'est que plus sollicité par l'ensemble de nos concitoyens qui voient bien à quel point l'alimentation est un vecteur sanitaire, mais il est évidemment encore plus complexe à atteindre par les restaurateurs eux-mêmes de ces restaurations collectives du fait d'empêchements ou de difficultés logistiques liées à la crise de la Covid. Mais cela ne doit absolument pas nous arrêter. Bien au contraire, cela doit nous renforcer notre vision et notre volonté d'avancer en ce sens. Et même pour les établissements les plus en pointe, effectivement, un certain nombre d'approvisionnements a pu être complexe. Il n'en reste pas moins que si nous voulons à la fois relever ce défi de débouché et en même temps relever cette attente de nos concitoyens, nous devons être à la hauteur de l'ambition que nous nous sommes fixée. Le défi, il est massif pour l'ensemble de nos productions. Il est peut-être encore plus massif et important pour la production de viande dans la mesure où, au moment où on se parle, la majorité des viandes consommées dans la restauration collective sont importées. Prenons la restauration scolaire par exemple. C'est plus de 60% de viande donnée aux enfants qui proviennent de pays étrangers. Surtout en volaille d'ailleurs, mais c'est également le cas pour la viande. Cela peut parfois susciter des interrogations sur la qualité de ces produits, souvent soumis à des normes différentes de celles qui s'appliquent à la viande française. Et c'est pour cette raison que je suis favorable aux mesures qui permettront d'assurer une meilleure qualité de la viande servie en restauration collective. Cela passe notamment
par la question de l'affichage sur l'origine des viandes. Et mon objectif, vous le savez, c'est que d'ici l'été, puisse être pris ce fameux décret sur l'affichage de l'origine des viandes non transformées en restauration collective pour imposer, par voie réglementaire, que cet affichage soit obligatoire dans toutes les restaurations collectives. C'est pour moi un point absolument fondamental. Je le disais, le chemin est encore long, mais tous ces résultats que j'évoquais ne doivent pourtant pas nous faire oublier la trajectoire de progression qui avait démarré avant le début de l'épidémie. Il nous faut aujourd'hui la poursuivre, l'accélérer, la consolider. Nous devons donc redoubler d'efforts pour développer l'approvisionnement à proximité et l'intégration de produits de qualité au repas de la restauration collective. Et à ce titre, 2 leviers sont très importants à mes yeux et sont en notre possession, notamment à travers le plan de relance. D'abord, il existe un levier absolument primordial, selon moi, c'est l'exemplarité de l'État. Les restaurants administratifs, publics, représentent à peu près 2,5% des repas servis, quand les armées représentent 1% de ces repas et l'hôpital public près de 10% des repas servis. Une opportunité donc de toucher beaucoup de monde et c'est pourquoi il me semble absolument nécessaire que cette action, elle commence d'abord par l'action de l'État qui se doit d'être exemplaire. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai réuni encore très récemment l'ensemble des secrétaires généraux de tous les ministères concernés pour fixer avec eux une feuille de route m'assurant de l'atteinte de ces objectifs de la loi Egalim. Je sais que cela peut être compliqué ici ou là, mais il nous faut changer des habitudes pour aller et atteindre cet objectif. Le deuxième élément, c'est le plan de relance, qui contient de nombreuses mesures relatives à l'alimentation et aux circuits courts. Je pense évidemment tout particulièrement aux cantines scolaires des petites communes, si importantes à mes yeux. Les cantines scolaires, ce sont des lieux de la République, ce sont des lieux qui permettent de lutter contre les inégalités sociales alimentaires. Et ce sont des lieux où il faut servir des produits de qualité, des fruits et légumes de qualité, de la viande de qualité. Et donc, je suis convaincu qu'il est nécessaire d'accompagner et d'aider ces structures. Et c'est pour ça que dans le cadre du plan de relance, 50 millions d'euros sont dédiés aux cantines et notamment aux cantines des communes de petite taille afin qu'elles puissent s'équiper en matériel et ainsi mieux s'approvisionner en circuit court. Car oui, c'est cet approvisionnement de proximité qui permettra à l'évidence de relever les objectifs de la loi Egalim. Cela répond aux attentes des Français désireux de connaître l'origine des produits qu'ils consomment et constitue une formidable opportunité pour les éleveurs et les producteurs de nos territoires. Car derrière tous ces repas servis dans la restauration collective se trouvent des agriculteurs. Et développer les circuits courts et progresser dans l'atteinte des objectifs de la loi Egalim, c'est aussi leur permettre de trouver de nombreux et nouveaux débouchés commerciaux tout en valorisant des filières d'excellence qui font la remontée et la renommée de l'ensemble de nos territoires et de notre pays. Au titre du plan de relance, nous allons également investir massivement dans ce qu'on appelle les projets d'alimentation territoriaux qui visent précisément à structurer localement ces approvisionnements en produits de proximité. À la fin des fins, si nous arrivons à produire des aliments de qualité et que nous faisons en sorte qu'ils soient servis dans les cantines de nos enfants ou dans les restaurations publiques comme privées avec les modifications législatives, c'est évidemment plus de revenus décents donnés pour nos agriculteurs et une confiance retrouvée et renforcée dans ce qui fait l'ADN du monde agricole, c'est-à-dire la qualité. Je souhaite, pour conclure, remercier très sincèrement à la fois Interbev Bio et Cantine Responsable pour l'organisation de ce webinaire et pour leur invitation. Cette belle initiative permettra, j'en suis sûr, d'échanger de manière très concrète sur les manières d'atteindre les objectifs de la loi Egalim. Et en ce sens, je tiens à vous assurer de mon plein soutien, du plein soutien de mon ministère, à vous dire que je suis à vos côtés au travers de l'ensemble de ces mesures que j'ai évoquées, que ce soit sur l'origine, que ce soit sur l'investissement du plan de relance, 50 millions d'euros dans les cantines, 80 millions d'euros dans les projets d'alimentation territoriaux, ou que ce soit dans le renforcement des dispositions prévues en ce moment même dans les débats législatifs autour du projet de loi climat. Je vous dis à très bientôt.
Écoutez, vous avez réagi, j'ai vu aux propos du ministre par rapport à cette étude qui doit sortir. On va se renseigner dès ce soir pour savoir si on peut avoir les chiffres. Mais avant de vous donner ces chiffres globaux sur la restauration collective et l'application de la loi Egalim, j'ai l'impression qu'on vit quand même une période formidable où, d'un seul coup, la restauration collective devient un enjeu fondamental pour les pouvoirs publics. Euh, pour revenir à ces questions de chiffres, nous allons parler des chiffres de la bio avec Cécile Lahaye, donc, qui est responsable RHD de l'agence bio, et Jean-François Deglory, qui est animateur technique d'Interbev Bio. Je vous passe la parole. Bonjour à tous. Donc Cécile Lahaye pour l'agence bio. Alors je rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas que l'agence bio, c'est l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Donc je vais commencer par des données de cadrage. Est-ce que vous voyez les slides? Comme l'a rappelé le ministre, la loi Egalim promulguée le 1er novembre 2018, elle fixe un objectif de 20% de produits bio en restauration collective au 1er janvier 2022. La restauration collective, ça englobe la restauration scolaire, les restaurants d'entreprise et la restauration dans les secteurs médico-social. Donc, où on en est actuellement, les derniers chiffres de l'agence bio, ils montrent qu'on est à 5,6% de la valeur d'achat de denrées bio dans la restauration collective, soit l'équivalent de 389 millions d'euros en 2019. Donc, vous voyez qu'un an après Egalim, on est encore loin de l'objectif des 20%, mais c'est quand même un marché qui est très dynamique puisqu'il progresse de 21% par rapport à 2018. Et si on regarde dans le slide d'après les progressions par type de segment, du coup, on se rend compte que la restauration collective, c'est le secteur qui réalise la plus forte progression depuis 2018. Ce que vous voyez respectivement, on a une progression de 28% et de 21% pour la restauration collective bio. Et si comparativement, par exemple, à la restauration commerciale bleue, on voit que c'est une croissance qui est 2 fois plus rapide. Voilà, donc je cède la parole à Jean-François pour l'évolution des tonnages. Bonjour à toutes et tous. Donc là, vous avez un petit graphe qui présente les différentes espèces, les évolutions en tonnage des viandes issues des différentes espèces et qui sont destinées à la restauration hors domicile. Si on regarde depuis 2005 en fait, jusqu'à 2011, on a un volume déjà en restauration hors domicile en viande, toutes espèces confondues, même si on a les détails ici avec les viandes de bovins laitiers en orange, de bovins allaitants en jaune, en vert le veau, les ovins en rouge foncé et puis en marron les porcins. Jusqu'à 2011, on a multiplié les volumes à peu près par 1,5. Et si on part de 2011 jusqu'à aujourd'hui, 2019, on était à encore un plus 1,8 multiplié par 1,8. Donc, on peut considérer qu'avec le développement de la production, la dynamique de conversion en bio, ce qui explique aussi les paliers qu'on peut observer sur les différentes courbes, on a quand même su développer la viande bio en restauration hors domicile dans toutes les espèces en tonnage pour arriver à plus de 4000 tonnes aujourd'hui au niveau de la restauration. Voilà. On peut continuer. Donc pour continuer, là, c'est des données qui sont issues de notre panel de consommation de produits bio, un panel représentatif de Français qu'on a interrogé cette année. Et ces résultats, ils montrent que les Français ils plébiscitent le bio et qu'ils veulent pouvoir en disposer partout, et surtout en restauration scolaire, parce que vous voyez que 80% des parents sont intéressés par une offre bio dans le secteur de la restauration scolaire. Et dans une moindre mesure, il y a des attentes dans les restaurants, les lieux de travail et les hôpitaux. La slide d'après, donc là, on a interrogé un panel représentatif d'établissements de restauration collective. Et parmi les établissements interrogés, 65% proposent des produits bio.
Et la restauration scolaire est largement au-dessus des autres types d'établissements, puisqu'il y a 86% d'établissements de restauration scolaire qui proposent des produits bio. Et ce secteur enregistre une hausse de 7 points par rapport à 2018. Je redonne la parole à Jean-François. Ah non, c'est toujours moi, pardon. Du coup, là, oui, on est toujours sur l'enquête des établissements interrogés en restauration collective. Et là, on voit que le bio est impulsé par les directeurs d'établissement à 60%. Par contre, quand on fait un focus sur la restauration scolaire, alors là, on voit que c'est les élus qui donnent l'impulsion majoritairement pour le développement du bio dans les cantines. Là, je cède vraiment la parole à Jean-François. Moi, alors. Oui, là, vous avez un petit camembert en fait, qui présente la répartition des viandes bio en 2019 en fonction des différents circuits de distribution. Donc, ce que je vous évoquais tout à l'heure sur les 4000 tonnes, on les retrouve dans la petite part jaune là, de restauration collective. Et c'est un peu pour regarder vis-à-vis des autres circuits de distribution. Évidemment, aujourd'hui, la grande et moyenne surface draine une grosse partie des volumes, plus de 50%, c'est en bleu. Mais on voit quand même que notre restauration hors domicile vis-à-vis de la boucherie en orange, des magasins spécialisés en gris, voire de la vente directe en bleu, est quand même à une part quand même qui n'est pas négligeable, sans faux. Et si on le regarde sur les années, bien la part de la restauration hors domicile, elle est toujours autour de 8 à 9% en fait des destinations globales des viandes bio en France. Voilà. Donc, on revient à notre enquête sur les établissements restauration collective et on voit que 45% des établissements qui introduisent du bio achètent de la viande bio. Donc, si vous regardez sur la gauche les produits bio proposés, en tête, on a les fruits et légumes bio, après les produits laitiers, les produits d'épicerie, les légumes surgelés et en 6e position, on a la viande bio avec… si vous regardez sur la droite, on a le détail des viandes hors volaille. Donc, on a le bœuf, le porc, le veau, l'agneau et le mouton. Et vous voyez que dans une moindre mesure, on a 15% des établissements qui achètent de la viande bio surgelée. On peut passer au slide suivant. Jean-François. Pour moi, merci Cécile. Là, vous avez des histogrammes en fait, qui présentent pour chaque espèce. Alors, en haut, l'espèce porcine, en bas, l'espèce ovine, avec les différentes parts concernant la destination de ces viandes. Donc, si la viande porcine, la partie restauration hors domicile est toujours restée en jaune. Hein. Et si la viande porcine, c'est la part la plus importante, 1241 tonnes, on peut quand même se permettre de cumuler la partie viande bovin allaitant et puis la partie viande bovin laitier pour avoir une idée des volumes issus des viandes de bovins. Et ça représente plus de 2200 tonnes. Donc, les bovins en premier, on va dire, et puis derrière le porc avec ses 1241 tonnes. Et si on descend l'histogramme en plus petit, après on a le veau, même si les volumes sont moindres par rapport aux bovins et aux porcins, on a quand même 389 tonnes qui vont à la restauration hors domicile. Et si pour les bovins et les porcs, sur les tonnages globaux, ça représente 8% à peu près, sur les veaux, on va être sur quelque chose de 12 à 13%. Et puis, si on descend tout en bas, là, on voit les ovins qui représentent les plus petits volumes globaux. On a quand même une part d'à peu près 200 tonnes de viande issue des agneaux et puis des brebis. Et ça représente aussi 11% des volumes globaux. Voilà. Et en fond de cette répartition, dire quand même que la production bio, elle est bien présente dans les régions françaises, que ce soit dans toutes les espèces, bovines, ovines, porcines, en particulier avec les dynamiques de conversion qu'on a eues et puis qu'on a toujours. On a aussi, mais les opérateurs, ils en parleront, là, des opérateurs qui proposent des produits dans toutes les espèces, mais sur des formes, que ce soit en sauté, que ce soit en pièces à rôtir, et que ce soit en produits transformés, saucisseries, boulettes, hachées, émincées, etc. Et c'est important derrière pour assurer l'équilibre matière et optimiser les coûts. Voilà.
Donc, on revient à notre enquête sur les établissements en restauration collective, qui a montré que 81% des établissements estimaient que l'achat des denrées bio avait engendré un surcoût. Mais 2 tiers de ces établissements ont tenté d'atténuer ce surcoût, notamment en limitant le gaspillage, ce qui arrive en tête largement des leviers pour atténuer ce surcoût. Et si vous pouvez voir sur la droite les leviers qu'on a identifiés, parmi les autres leviers, on a l'achat de plus de produits bruts ou encore passer par des partenariats au niveau local. Et pour terminer, sur le slide suivant, voilà, pour terminer, donc on observe une volonté des établissements d'acheter plus de produits bio, puisque 50% des établissements qu'on a interrogés, ils envisagent d'augmenter leurs achats de produits bio dans le futur, donc c'est plutôt encourageant. Voilà, donc nous allons terminer avec les chiffres. On reste à votre disposition s'il y a des questions. Comme l'a dit Laurent Terrasson, vous pouvez poser vos questions dans la petite fenêtre QR et on n'hésitera pas à y répondre. Voilà, en fait, je vais quand même vous en soumettre une, Jean-François et Cécile, une tout de suite, puisque plusieurs personnes ont posé la question. Quand on parle de ces 4000 tonnes de viande bio, est-ce que c'est bien de la viande française ou est-ce qu'elle est européenne, voire mondiale? Là, évidemment, c'est sur les abattages français. Hein. C'est pas sur des abattages qui viennent d'autres pays. D'accord, d'accord. Donc, abattage français, élevage français. Ah oui, oui. D'accord. Bon, mais c'est parfait. Nous allons développer un peu plus, entre autres, la question des coûts, puisque j'ai vu des questions à ce sujet, avec nos 3 intervenants et qui vont nous expliquer comment finalement introduire de la viande bio en restauration collective. Ben, c'est possible. Et nous allons commencer avec Julien Aiguy, qui est responsable de la restauration de la commune de Millau. Julien, tu es bien toujours avec nous? Je suis bien là. Voilà, je te passe la parole. Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si tout le monde situe Millau. Millau, c'est au pied du Larzac, un territoire riche. Donc voilà, il y a une dizaine d'années, une élue à la restauration avait pour ambition de transformer sa restauration scolaire, qu'elle avait marre d'entendre toujours des mauvaises choses sur la restauration. Donc, on a bâti un projet qui s'appelait Manger autrement à la cantine. Donc, l'objectif de ce projet, c'était comment promouvoir nos producteurs locaux afin de réenchanter nos cantines. Donc, quand on a écrit le projet, on était tous contents, on rigolait, on a dit c'est génial, on va faire bien. Sauf que voilà, on s'est confronté à quand même une multitude de petites problématiques, mais qui, quand on regarde un peu derrière, ce n'était pas insurmontable non plus. Donc, après avoir fait un petit constat sur notre territoire de producteurs bio et locaux, nous avons organisé avec la Chambre d'agriculture de l'Aveyron et l'APABA, l'Association pour la promotion de l'agriculture biologique en Aveyron, des tables rondes afin de trouver des solutions pour introduire de la viande bio locale dans nos cantines. Donc là encore, on a réuni des paysans, des agriculteurs autour de notre table et on a essayé de discuter comment on allait pouvoir introduire ces produits de qualité dans nos restaurants scolaires, mais à la fois les introduire, c'est bien, mais il faut qu'ils soient aussi appréciés par nos enfants. Donc derrière tout ce projet, c'était de rassurer les agriculteurs, les paysans, de leur dire que nous, notre projet, en fait, c'était quoi? C'était d'éduquer nos jeunes enfants à bien manger. Si on le fait jeune, on a espoir qu'ils vont avoir certainement un passage à l'adolescence où ils vont peut-être un peu dériver, mais ils vont revenir sur ce qu'ils auront appris jeunes et on a l'espoir que ce qu'on aura fait portera nos fruits. Donc ces rencontres avec les paysans, les agriculteurs, au départ, a été un peu compliqué parce qu'ils avaient une vision de la restauration collective un peu noire. Toujours le côté prix qui revenait, vous allez vouloir des prix, des tonnages, la livraison, on ne va pas arriver à vous livrer dans les temps, en heure, la traçabilité. Donc, beaucoup de questions se sont mises sur la table, donc on a écouté, on a échangé. Il a fallu les rassurer, leur dire que nous, on était prêts à mettre les moyens, qu'on allait, qu'on allait tout faire pour les aider à pouvoir introduire cette viande locale dans nos cantines.
euh, compliqué aussi de les rassurer sur le premier frein pour eux, c'était de rémunérer leur travail à la hauteur de la qualité de leurs produits. Donc ça, pour eux, c'était vraiment le premier frein. Ils avaient pour obsession, vous n'allez pas nous payer les produits à la hauteur de la qualité. On a continué nos tables rondes et on est venu à un point où on s'est dit à un moment, il faut que vous veniez visiter notre restauration scolaire, notre cuisine centrale, qu'on vous explique nous comment on fonctionne. Et ensuite, nous, on s'est rendu dans les productions pour voir aussi leurs contraintes et comprendre comment ils travaillaient, ce qui nous a permis aussi de créer un échange et de pouvoir avoir un lien de confiance. Au bout de, je vais dire, 1 an et demi de travail, table ronde, etc., nous avons réussi quand même à faire notre premier service de viande bio dans nos cantines. Donc, ça a été, on était contents à la fois, mais à la fois, on avait cette problématique, comment on va pérenniser cette action, parce que l'objectif, ce n'était pas de dire, nous, on va faire du bio aujourd'hui et demain des cordons bleus. Nous, à Millau, l'objectif, ça a été du moment qu'on introduit un produit de qualité locale et bio, c'est de le poursuivre toute l'année. Donc, on y a été doucement, on a mis des bonnes fondations pour pouvoir vraiment avancer sur le long terme. Donc, à force de travailler avec ces paysans, de leur expliquer que nous, on était capable de leur donner des volumes annuels, des prévisionnels annuels, ce qui les rassurait aussi, ils ont réussi, eux, à créer un collectif qui s'appelle Paysans Bio de l'Aveyron, qui a été créé en 2017, qui a été le fruit d'un travail collectif d'une poignée de paysans aveyronnais désireux de valoriser leur production localement et surtout sans intermédiaire. Leur volonté, ce n'était pas prendre un intermédiaire qui allait prendre encore une marge sur leur travail. Donc, à ce jour, 60% de la viande, nous, de la restauration de la ville de Millau, vient de paysans bio de l'Aveyron. Ils sont à même de nous fournir du jeune bovin, du bœuf, du porc, de l'agneau. Et depuis cette année, ils ont un autre paysan qui est venu s'ajouter à leur panel, qui fait des poulets entiers. Donc, nous avons introduit depuis cette année, nous aussi, des poulets entiers en restauration collective. Oui, c'est possible. C'est vrai, c'est du travail, c'est 190 pièces de poulet qui arrivent. Mais bon, on se met à plusieurs, on coupe nos poulets. Et l'avantage, en plus, on arrive à faire un petit fond de volaille pour faire la petite soupe de vermicelle pour nos personnes âgées le lendemain. Excellent. Donc, on ne jette rien. Donc, voilà, c'est possible. À ce jour, oui, on va parler encore au prix. C'est ce que j'expliquais l'autre jour. On paye un sauté de porc à 14 € le kilo. Il est bio et local. On n'achète plus du porc à 4,90 € qui est insipide, que quand on le fait cuire, il fond, il n'a aucun goût. Donc, nous, on a retravaillé nos modes de cuisson. On travaille toutes nos viandes en cuisson douce et basse température de nuit, ce qui nous a permis aussi de faire des économies sur des volumes. On a beaucoup moins de pertes. Après, oui, ça coûte toujours plus cher, mais la qualité, pour moi, elle a un prix. Si ça coûtait le même prix que le standard, il y aurait un problème quelque part. Et enfin, depuis 3 ans maintenant, on a introduit Paysans Bio de l'Aveyron dans nos marchés publics. Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi à constituer un marché de viande bio. Donc, bien sûr, on ne peut pas mettre qu'on veut une viande bio locale 100% aveyronnaise. C'est interdit dans les marchés publics. Donc, on a fait des critères avec 40% la valeur technique, 30% le prix, 10% la livraison et 20% performance en matière de l'environnement. Dans les performances en matière de l'environnement, on a fait un questionnaire qui va nous permettre de noter les candidats. Dans ce questionnaire, on parle de l'entreprise, on parle des animaux, comment ils sont traités, de la part de l'alimentation qu'ils donnent. On parle du type racial, du nombre d'intermédiaires du champ à l'assiette. On va demander des activités pédagogiques pour nos enfants, ce qui nous permet d'avoir un marché juridiquement dans les clous et on peut travailler avec eux maintenant dans les clous. Donc, c'est possible. Je pense qu'on va nous toujours tarabuster, nous dire le prix. Pour moi, la santé, est-ce qu'elle a un prix pour nos jeunes ? Et encore une fois, moi, en tant que responsable d'une restauration municipale où on fait manger 1200 enfants, c'est de ma responsabilité de leur fournir des repas qui les mettent en bonne santé.
Merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage magnifique. J'espère, on n'entend pas les applaudissements, mais bon, ça peut se faire. Maintenant, nous allons passer la parole à Antoine Massenet, vous êtes président de Quadrature Restauration, et on va voir quand même que entre l'Aveyron et l'Île-de-France, c'est pas tout à fait les mêmes conditions. Antoine, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci Laurent, merci à Interbev de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Juste pour quelques chiffres pour nous situer dans le paysage de la restauration collective. Donc Quadrature Restauration, c'est une société de restauration collective familiale dédiée à 100% à la restauration scolaire responsable en Île-de-France. Aujourd'hui, dans nos engagements, c'est minimum 30% de bio et 60% de produits en circuit court. Quels que soient les marchés auxquels on répond, c'est notre engagement minimum auprès de nos clients, donc de toutes les collectivités pour lesquelles on travaille, puisqu'on ne travaille que pour les collectivités en Île-de-France. C'est un projet qui est centré sur le développement durable. Donc le développement durable, il y a les produits, mais également l'humain, l'environnement et comment concilier tout ça au niveau économique. Donc nous, ce qu'on a décidé quand on a créé cette société et quand on a décidé d'aller sur ce marché, c'est de s'affirmer en tant que spécialiste de la restauration scolaire et proposer des produits à 95% de produits français, qu'ils soient bio ou non, et à minimum 60% en circuit court. Ce qui nous a permis de travailler directement avec des producteurs, peu importe le type de produit, que ce soit des fruits et légumes, des producteurs de yaourt ou au niveau de la viande. Aujourd'hui, dans nos engagements, je vous disais, on est à plus de 30% de bio. Une grande majorité des fruits et légumes le sont. 100% de la volaille crue ou surgelée est bio chez nous, française. Et on travaille avec une coopérative bio pour la viande. On travaille avec Sicaba, qui est basée à Bourbon-l'Archambault, avec laquelle on travaille pour le veau et le bœuf bio, qui a grandi dans le Bourbonnais. La difficulté, c'était comment faire pour obtenir des tarifs intéressants afin de répondre à des marchés publics. La première étape, c'est de travailler directement avec l'exploitant, donc le transformateur, l'agriculteur, ce qui est la coopérative, ce que fait typiquement la coopérative Sicaba. Ça nous permet d'avoir un interlocuteur réactif, de travailler sur un équilibre matière à l'année pour le producteur. Et comme le disait monsieur Alguy il y a quelques minutes, l'important pour des producteurs ou agriculteurs, c'est de donner un estimatif, une quantité de produits à acheter. Quand nous, on achète pour un service de bœuf bio, c'est plus d'1,5 tonne. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain. Donc, on doit leur donner des quantités estimatives à l'année. Et on arrive à le faire en travaillant sur les menus très en amont. On doit aussi les écouter parce que la viande a une saisonnalité. L'avant de la bête ou l'arrière de la bête ne sont pas consommés à la même période par tous les consommateurs. Donc, on doit être à l'écoute de nos partenaires et parfois passer des produits en viande fraîche mais surgelée afin d'avoir un équilibre matière intéressant pour l'agriculteur. Enfin, un point qui est très très important, c'est que, comme le disait M. Alguy, nous avons formé toutes nos équipes à la cuisson basse température. C'est un point qui est essentiel pour nous afin de travailler correctement des produits de qualité. Et tous ces éléments, aujourd'hui, nous permettent d'avoir une viande française, bio, de qualité, à servir aux collectivités en Île-de-France. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est notamment dans des phases de crise, comme l'année dernière lors du premier confinement, où notre fournisseur avait de la viande sur les bras. Nous, on ne peut pas dire au fournisseur, vous la jetez, c'est pas possible. Économiquement, c'est ingérable. Et puis, pour le gaspillage alimentaire, on ne peut pas l'entendre. Donc, on a fait surgeler cette viande-là et on l'a proposée ensuite à nos clients. Et pour, encore une fois, réussir à faire avoir ce genre de démarche, le plus important, c'est de pouvoir travailler directement avec l'atelier de transformation, que ce soit Sicaba pour la viande, que ce soit Baudin pour
pour la partie volaille ou nos agriculteurs en fruits et légumes. En travaillant directement avec eux, nous arrivons à avoir les meilleurs produits au meilleur moment et donc au meilleur prix. Voilà, si vous avez des questions, je suis Merci disponible. beaucoup, merci. En fait, j'ai une question pour Julien, je vais la poser tout de suite avant de passer la parole à Luc-Marie. Est-ce que, peut-être aussi Antoine, vous pourrez nous le préciser, combien de repas jour fais-tu à Millau? Et puis, le volume d'achat annuel par type de viande, si tu peux nous le donner, voire le coût du repas, ce fameux coût denrées alimentaires, voilà. Julien? Alors, à Millau, on fait 1200 repas. On fait 900 repas scolaires et on fait 300 repas pour des personnes âgées en repas à domicile. Je tiens à préciser que nous, on est labellisé Écossaire et dans le label Écossaire, on ne prend pas en compte tout ce qui est personnes âgées. Et en fait, nous, dans notre démarche, on a voulu que la personne âgée soit au même titre que les scolaires. Donc pour nous, on compte tout dans notre global de produits bio. La part, je ne l'aurai pas là parce que je l'ai dans mon tableau, je ne suis pas au bureau là, mais je pourrais vous la faire passer, les volumes annuels d'achat de bio. Et c'était tout, je crois, les questions. Le coût denrées, en fait. Le coût denrées, je suis à 1,90 € pour tout ce qui est scolaire et je suis à 2 € pour les adultes. Ah, je ne sais pas comment on va le prendre, comment vos spectateurs vont le prendre. 1,90 €, ouais. Ouais. Bon, écoute, on en Après, c'est reparle de la après. gymnastique, mais on y Ouais. arrive. Oui, donc tu es en fait, tu es un gymnase de la Voilà, restauration collective, j'ai bien compris. Antoine, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres de quadrature? Alors, celui sur le volume de repas servis, c'est 14 500 repas par jour, produits depuis une cuisine centrale à côté de Roissy. Sur le volume et le coût matière, je n'ai pas les éléments là. Nous, il faut savoir qu'on est sur des prix de vente denrées plus livraison, fabrication, etc., entre 2,50 € et 3,20 €. D'accord, oui, Auprès ça des intègre tout collectivités. en fait, avec Ouais. la livraison, c'est ça. Ouais. D'accord. Écoutez, merci à tous les deux et bravo. Nous avons eu même des applaudissements virtuels, je ne sais pas si vous les avez entendus. Donc je vais passer maintenant la parole à Luc-Marie. Donc, vous êtes directeur de la coopérative de SICABA. Vous allez nous la présenter rapidement et peut-être réagir à ces deux interventions. Oui, bonjour. Luc Marie, je suis directeur de la coopérative SICABA. Donc, on est effectivement à Bourbon-l'Archambault. C'est au nord de l'Auvergne, dans l'Allier, un gros département de production animale. 65% des terres en prairies naturelles ou temporaires. Et SICABA a été créé en 1964 par 5 éleveurs. Ils sont devenus 315 éleveurs actuellement. Une petite moitié en bio et puis 60% en label rouge. On est donc très spécialisé sur les viandes de qualité. On a un établissement à taille humaine, 100 salariés. On commercialise environ 4000 tonnes, sur lequel il y a 35% en bio et puis une quarantaine de pourcents en label rouge. Et on a une expérience en restauration collective qui date des années 2002-2003 où, adhérant à l'interprofession Auvergne Bio, l'interprofession a décidé de faire de la promotion de l'agriculture biologique dans les restaurants scolaires de la région Auvergne. Et on s'est spécialisé pour pouvoir offrir du bœuf, du veau, de l'agneau et du porc dans ces animations qui étaient accompagnées avec d'autres produits bio-auvergnats, du fromage, des légumes. Les fruits, c'est un peu compliqué en Auvergne, mais on arrivait à faire des repas. Donc, on a développé un savoir-faire qui a été reconnu par un grand nombre d'opérateurs au niveau national. Donc, on a soit des dossiers autogérés, soit des dossiers avec des grands groupes de restauration comme Elior, Sodexo, Compass, très peu Compass, mais surtout Elior, Sodexo. Et on a également un gros partenariat avec les plateformes Manger Bio, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, Manger Bio Isère, la Bio d'ici, Auvergne Biodistribution, qui font que on a spécialisé l'outil sur ce métier de restauration collective, sur les viandes que font nos adhérents. Nos éleveurs donc produisent majoritairement du bœuf,
de l'agneau, parce qu'on est très spécialisé en production ovine sur notre département. Et puis, on a également monté une filière de porc bio. Donc, on est sur un abattage de 120 à 130 porcs bio. Et puis, on a eu la volonté de développer pour nos éleveurs une catégorie animale particulière qui est le veau bio, pour qu'un éleveur qui souhaite avoir une rentrée d'argent avant 8 mois puisse bénéficier d'une plus-value bio sur un produit destiné à l'abattoir, alors qu'avant, c'est des veaux qui partaient en broutard, donc vendus en maigre, sans valorisation bio. Donc, cette spécialisation se développe régulièrement et on va atteindre 2000 veaux cette année, ce qui est plutôt intéressant pour nos éleveurs. Voilà, donc la coopérative appartient exclusivement à 315 adhérents qui ont leur outil de transformation avec un S. Donc, il y a 2 outils d'abattage, Bonbon-l'Archambault et Vichy, et puis un outil de transformation à Moulins. Et donc, on est à même de transformer ces viandes. Voilà. Donc, cette expérience de restauration collective qu'on ne pratique pratiquement qu'en signe de qualité en bio et en label rouge, on a effectivement l'expérience de pouvoir dire comment ça peut fonctionner, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, mais on a quelques principes importants dans nos arguments et dans nos discussions. Et je pense que les témoignages qu'on a eus avant montrent bien que la première des choses pour avoir un succès dans la viande bio, c'est d'avoir des interlocuteurs, des gens qui veulent échanger, des gens qui sont motivés à réussir l'objectif de mettre des viandes bio dans les menus. Ça, c'est essentiel. Quand on dit discuter, ça veut dire qu'on est capable de comprendre les problèmes des producteurs, des éleveurs, les problèmes des transformateurs, mais surtout les problèmes des gens qui mettent en musique et qui préparent les repas. Quand on a établi ces discussions, on arrive à toujours trouver des solutions parce que si on a le bon sens et l'intelligence, c'est des choses qui sont parfaitement possibles. Je dis ça parce qu'on a eu des échecs, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout convaincus de l'intérêt de la démarche, et bien souvent, ils font tout pour vous expliquer que ça ne peut pas faire. Mais ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de motivation. Alors, quand on discute, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on doit faire et comment on peut faire. Je pense que ça a été bien expliqué. Il y a besoin d'anticipation et il y a besoin de bien définir les produits. L'anticipation, c'est la clé, parce qu'effectivement, les produits bio sont assez rares, surtout quand on est éleveur et producteur. On n'a pas plus de 6 kilos de sauté d'agneau dans un agneau. Donc, quand on a un service de 1000 kilos de sauté d'agneau, vous faites le calcul et vous verrez que c'est un grand nombre d'agneaux qui doivent être abattus et préparés, et que vous ne faites pas ça en 2 jours, vous faites ça en 3 semaines, le temps de préparer, et en plus, vous devez valider qu'on est bien sur un moment de sortie de production. Pas la peine de nous demander un sauté d'agneau bio à Pâques quand on a, nous, dans notre région herbagère, peu d'agneaux. Donc, c'est des choses qu'il faut s'anticiper. On a également besoin surtout de définir les produits. C'est-à-dire que si on veut un sauté de bœuf dans du paleron ou dans la noix de joue de bœuf, il faut savoir que c'est pratiquement impossible de répondre à des quantités parce qu'il y a peu de palerons par bovin. Il y a entre 5 kg et 6 kg de palerons par bovin, et même en race allaitante. Donc, un service de 1000 kg de palerons bio, c'est nous, mission impossible. Donc, on indique dès le départ que ça, on refusera catégoriquement ce type de demande. La noix de joue, c'est encore pire, il doit y avoir 1 kg de noix de joue par bovin. Donc, c'est des choses qui sont sûrement très bonnes, on ne dit pas le contraire, mais ce n'est pas ça qui va permettre de répondre à un volume et une quantité. Donc, il faut discuter avec nous et on dit, vous mettez un sauté sur du collier basse-côte. Par contre, vous avez 25 kg de collier basse-côte par bovin et vous avez automatiquement un potentiel qui est beaucoup plus fort. Donc, ça veut dire que là, chacun doit bien comprendre qu'on doit adapter son besoin et sa préparation à l'offre qu'on a régulièrement en bio. Les intervenants précédents ont bien parlé d'anticipation et de prévision. Donc, c'est vrai que nous, on donne un tableau qui sera communiqué dans les éléments que tout le monde peut avoir. On fait un tableau chaque année avec nos producteurs, parce qu'on fait des plannings de prévision, et puis on indique à nos clients les disponibilités matières. Donc, quand c'est vert, c'est qu'il y a une disponibilité importante.
Quand c'est jaune, c'est moyen, c'est-à-dire qu'on en a, mais ça réclame une vérification et une confirmation de notre part. Et puis quand c'est rouge, ben, c'est qu'on n'a pas de disponibilité. J'ai fait le calcul sur les 4 espèces qu'on pilote. Ça fait 80, on a 69% de semaines où on est en vert, on a 20%, on est à disponibilité moyenne, et le reste, ben, si vous savez compter, on est en rupture, on dit qu'on n'est pas capable de faire. Et l'agneau occupe beaucoup le rouge, parce que si on aura ces herbagères, on n'a pas d'agneau sur la période du printemps, malheureusement. Donc ça, c'est un travail d'anticipation, de communication, et que si tout le monde a bien compris, bah, à un moment donné, on doit éviter l'écueil de faire un menu sur un produit qui ne sera pas là, et puis après de dire, bah ouais, il n'y a pas de viande bio, et c'est pas possible, c'est pas entendable. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où on n'exige que de la viande fraîche. On préconise, nous, beaucoup, c'est d'avoir l'intelligence de pratiquer des viandes fraîches, mais aussi des viandes surgelées. Donc nous, on sait, la coopérative a investi dans un outil de surgélation IQF, donc une surgélation morceau par morceau, qui est très pratique pour la collectivité, parce que quand on a beaucoup de produits en abondance et qu'on n'a pas de restauration scolaire, je pense, au mois de juillet, août, ben, on peut mettre de côté des produits qui seront réutilisés au moment où on a des difficultés de sortie d'animaux. On fait régulièrement avec certains restaurants, on met de côté des sautés d'agneau bio, on met de côté des gigots bio pour Pâques, mais c'est en surgelé parce qu'il y a un accord, il y a une anticipation qui a été faite. Et puis la viande surgelée, c'est aussi très pratique parce que tout le monde ne connaît pas exactement le nombre de convives dans son restaurant, donc ça évite certains gaspillages. Et puis, c'est aussi une sécurité d'avoir ça dans son congélateur, parce que si on a un souci de livraison ou de quoi que ce soit, ben, on peut utiliser ce produit. Donc nous, on préconise beaucoup la mixité des offres, viande fraîche et viande surgelée. On alerte aussi sur le fait qu'on ne peut pas, nous, travailler sans coller à la notion d'évolution des prix de revient pour nos agriculteurs. On n'a pas toujours l'information d'une évolution de prix de revient très longtemps à l'avance. Moi, je ne sais pas vous dire qu'est-ce que fera le bovin au mois de décembre, parce qu'on ne sait pas si on aura encore des éléments de sécheresse qui pénalisent beaucoup le prix de revient, parce que les éleveurs doivent acheter du complément alimentaire, même du foin. Ça fait 3 ans qu'on a des difficultés là-dessus. Donc, on préconise aussi que soit il y a des clauses de revoyure tarifaire régulières dans l'appel d'offres, soit on fait des appels d'offres assez courts pour qu'on ne se bloque pas sur des notions de 3 ans, comme des fois on voit dans certains appels d'offres, où en fait nous, on ne va pas pouvoir, on joue à la roulette russe quelque part en disant, ben, si je fais un prix stable ou un prix correspondant au prix de marché aujourd'hui, je ne suis pas sûr que demain, je serai en retour correct par rapport à mon éleveur. Donc plutôt borner des appels d'offres assez courts pour justement revoir ces évolutions tarifaires qui peuvent être à la hausse ou à la baisse, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Bon. Dans ce qu'on pratique également, quand on voit certains appels d'offres, j'alerte beaucoup qu'il ne faut pas associer des produits totalement différents, comme par exemple, on a des appels d'offres sur le porc bio, on a de la viande fraîche, donc ça c'est notre métier, il n'y a pas de souci, et en même temps, on nous met de la charcuterie de viande bio. Donc en fait, il y a pas mal d'entreprises qui ne peuvent pas répondre à l'appel d'offres de porc bio, parce que la charcuterie est un métier différent qui n'a rien à voir avec la viande fraîche, donc il faut bien penser à dissocier les deux. La charcuterie, c'est de la charcuterie, donc il ne faut pas faire un lot unique qui paraît intelligent, mais pour le coup, là, nous, ça nous bloque, et ça bloque plein d'opérateurs, parce qu'on ne fait pas le même métier. Hein. Vous avez des fois une paupiette de veau qui est dans un appel d'offres de produits élaborés, alors que nous, on aimerait bien que ce soit dans la viande fraîche. Voilà. C'est vrai qu'on fait un métier de démontage, la viande. Hein. Donc, nous, on achète un animal sur pied. J'ai tendance à dire qu'un bovin qui fait 800 kg sur pied va faire 400 kg de carcasse et vous aurez 250 kg de viande nette prête à cuire. Donc, vous voyez qu'on a plein de déchets, mais que sur les 250 kg de viande nette, ben, j'ai des catégories de muscles tout à fait différentes. J'ai des viandes à cuisson lente, j'ai des viandes à cuisson braisée, j'ai des viandes à rôtir, j'ai des viandes à griller. Et donc, ça s'appelle un peu l'équilibre matière. Et c'est vrai que quand on est dans des discussions, on peut envisager, comme l'ont dit les deux intervenants, à faciliter l'équilibre matière en disant ben, je peux faire une semaine
un service de sauté, et puis la semaine d'après, faire un service de rôti ou de steak à griller. Et donc, on arrive à trouver un équilibre matière et qui sera, pour le coup, si c'est fait en anticipation, bénéfique sur le prix. Parce que nous, on pourra dire, écoutez, on va mixer une logique tarifaire en fonction de l'équilibre matière que vous allez nous assurer. Donc, quand on parle de discussion et de volonté de discuter, c'est un exemple tout à fait précis. Je pense aussi que ça a été évoqué, la viande bio est plus chère à produire pour les agriculteurs, c'est indéniable. Je voyais un commentaire tout à l'heure sur le prix. Si vous prenez le porc bio, par exemple, il est plus que 2,5 fois plus cher que le porc conventionnel. C'est absolument explicable. Le porcelet est issu d'un élevage bio, donc la truie mange bio, le viera mange bio. Le porcelet est à 4 fois plus cher qu'un élevage industriel. Et après, l'aliment bio coûte également 2,2 fois plus cher la céréale bio qu'une céréale classique. Et il faut 3,30 kg pour faire 1 kg de porc. Vous faites tous les calculs et vous verrez que vous arrivez à un porc bio qui sort des élevages à 3,85 € pour un porc standard qui est autour de 1,50 € actuellement. C'est absolument mécanique, c'est les cahiers des charges, c'est le respect d'une volonté de bien nourrir avec des aliments non traités, et vous aboutissez à un prix plus élevé. Le porc est vraiment la viande la plus décalée par rapport au reste, mais il y a un coût supplémentaire. Donc il faut trouver des solutions pour dire que ce coût de revient supplémentaire, il faut trouver peut-être des axes d'économie dans l'utilisation des produits. Donc la cuisson basse température, c'est primordial parce qu'on évite du gaspillage, on a un très bon produit, on évite de la perte de poids. On a, nous, des établissements qui vont sur une réduction de grammage, parce que comme il y a moins de perte de poids, au lieu de faire 150 grammes de sauté, on met 130 grammes de sauté, et du coup, vous gagnez 15 centimes sur un sauté de bœuf, par exemple, par portion, ça vous réduit votre prix. Et puis, on a de plus en plus des gens qui vont sur des nouvelles découpes, et notamment les mincés, des mincés rectangulaires très maigres qui sont très appréciés des enfants sur des cuissons type carbonara. Et puis là, vous arrivez à des portionnages de 90 grammes de viande émincée. Et là aussi, vous avez un très bon produit, vous avez un repas qui est apprécié et vous avez une économie parce que vous avez un grammage inférieur. Donc, vous voyez, c'est des solutions qui sont pratiquées par beaucoup et qui bénéficient à la logique tarifaire. Voilà. Merci. Merci. J'ai bientôt fini. Sur l'équilibre matière, les produits élaborés ont été évoqués et je pense que la saucisserie est tellement un axe. Pour finir, certains établissements tentent un peu des produits tripiers qu'on oublie bien souvent et que c'est aussi un point d'équilibre matière sur nos produits. Voilà. Merci beaucoup, Luc-Marie. On voit à quel point, finalement, il est important pour les professionnels de la restauration collective, les éleveurs et donc tous les spécialistes du monde de la viande, de travailler ensemble. Et pour cela, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition par Interbev et ces outils sont disponibles sur le site. On va vous mettre le lien dans la petite fenêtre de discussion. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à notre invité qui a osé commettre une lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser. En fait, nous avons l'honneur d'avoir Paul Ariès avec nous, politologue et spécialiste de l'alimentation, et vous aviez publié cet ouvrage chez Larousse en 2019. Donc vous, à nous écouter entre professionnels de la restauration collective et de la viande, quelles sont vos réactions et votre sentiment par rapport à tout ça? Bien, les exemples que nous venons d'entendre prouvent qu'il est possible de faire de la restauration collective un levier extraordinaire de la transition écologique et de l'apprentissage du bien manger. La transition écologique est inséparable du bien manger. La restauration collective, qui couvre déjà plus d'un repas sur 2 consommé à l'extérieur, doit être bonne à manger, à la fois sur le plan diététique, culturel, social et écologique. Et nous devons apprendre à être des professionnels et des mangeurs tout aussi consciencieux pour les produits et sous-produits animaux
qu'en matière de céréales, de légumineuses, de légumes et de fruits. La vraie alternative n'est pas en effet, comme on le dit souvent, entre protéines animales et végétales, mais entre d'une part la production industrielle de ces protéines animales ou végétales et d'autre part une agriculture ou un élevage paysan. Les lundis sans viande ne sont donc pas la solution, car la bonne question est de savoir de quelle viande on parle et par quoi on la remplace. Mieux vaut manger tous les jours de la viande bio locale que 3 jours par semaine, ce que je nomme de la sale viande industrielle. Et j'aimerais, avant de déconstruire les faux arguments avancés contre toute forme de viande, y compris la viande bio et locale, faire 2 remarques préalables. Tout d'abord, le fait à titre individuel de ne pas vouloir manger de produits ou de sous-produits animaux est tout aussi légitime que de faire le choix opposé. Le problème, c'est de prétendre l'interdire aux autres. Le problème, c'est de confondre toutes les formes de viande et tous les types d'élevage. J'aimerais dire aussi que, contrairement à ce que racontent trop les grands médias, la question du véganisme n'est pas un phénomène générationnel. Si la consommation de viande moyenne a diminué depuis 10 ans, elle ne cesse au contraire d'augmenter auprès des plus jeunes, notamment dans la tranche de 15 à 25 ans. Manger de la viande, ce n'est donc pas une affaire d'archaïsme. Ce n'est pas la lutte des jeunes contre les vieux dont je suis. Et le recul de la consommation de viande apparaît en revanche beaucoup plus fort au sein des catégories supérieures, contrairement au milieu populaire. Le véganisme relève donc aussi de ce que Pierre Bourdieu appelait la distinction sociale. Ne pas manger de produits ou de sous-produits animaux, c'est trop souvent un luxe de certains bobos urbains et une privation pour les enfants des familles modestes. Les arguments anti-viande sont faux, mais ils fonctionnent très bien en raison de leur simplisme. Non, une protéine végétale n'est pas égale à une protéine animale, en raison notamment des différences de digestibilité. Ces protéines végétales ne comprennent pas toujours les acides aminés essentiels et elles possèdent assez souvent un acide aminé en quantité limitante. Une alimentation exclusivement végane engendre également des déficits en fer, en zinc, en calcium, en oméga 3. Non, l'élevage et la consommation de viande ne sont pas responsables de la faim dans le monde. Le vrai scandale, c'est que le système agricole actuel industriel consomme 4 à 10 calories pour produire une seule calorie alimentaire. On marche donc totalement sur la tête. Le vrai scandale, et on en a déjà parlé ce soir, c'est qu'un tiers de l'agriculture mondiale est gaspillée. Une vache dans une prairie est un petit miracle de la nature. Elle sait faire ce que le meilleur végan ne sait pas faire, c'est-à-dire brouter de la bonne herbe. La fameuse équation qui veut que pour produire 1 kilo de bœuf, il faille gaspiller 10 kilos d'aliments est stupide, car les calories consommées par les vaches au pâturage ne sont pas consommables directement par les humains. J'ajouterais que l'agriculture végane serait famineuse, car la seule solution pour pouvoir remplacer les fumures animales serait d'utiliser toujours plus d'engrais chimiques responsables de la destruction de l'humus. Non, l'élevage et la consommation de viande ne sont pas en soi responsables du réchauffement climatique. Une prairie avec ses vaches n'est pas une source, mais un puits de carbone. Les prairies de moyenne montagne piègent
1 tonne de CO2 par hectare et par an. Manger de la viande n'est donc pas forcément dangereux pour le climat. Tout dépend du type de viande. Non, l'élevage et la consommation de viande ne sont pas responsables du gaspillage de l'eau. Vous connaissez le vrai-faux débat. On dit qu'il faut 60 litres d'eau pour produire 1 kilo de blé et 1500 litres pour produire 1 kilo de viande. Ces chiffres confondent en fait 3 types d'eau. On a tout d'abord ce qu'on nomme l'eau bleue. C'est l'eau réellement utilisée pour produire la viande et qui ne représente que 3% des 1500 litres. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'eau grise, l'eau utilisée pour l'assainissement. C'est là encore 3% du total. Et puis les 94% d'eau restante, eh bien c'est l'eau verte, c'est l'eau de pluie qui reste dans les prairies. À croire certains adversaires de la viande bio, plus une vache dispose d'une grande surface, plus elle gaspillerait de l'eau. On le voit, le procès contre la viande bio locale est un mauvais procès. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des lobbies souhaitent imposer le végétarisme. Mais pour la première fois, cette volonté coïncide avec les possibilités nouvelles offertes par les biotechnologies alimentaires. L'enjeu n'est pas de remplacer les protéines animales par des protéines végétales, comme on fait semblant de le croire. Le vrai enjeu, c'est de substituer à la vraie viande de la fausse viande, aux vrais œufs de faux œufs, au vrai fromage de faux fromage, au vrai miel du faux miel. Et je ne parle pas ici des substituts végétaux, mais de la possibilité nouvelle de fabriquer industriellement cette fausse viande à partir de cellules souches mises en culture grâce notamment à des hormones de croissance. Les spécialistes nous disent que 150 vaches seulement à l'échelle mondiale suffiraient pour produire toute la viande consommée actuellement. Le vrai visage des lundis sans viande, le vrai visage du véganisme, c'est l'agriculture cellulaire dont toutes les organisations véganes font la promotion. Je voudrais dire qu'après la fausse viande, ce sera aussi les faux légumes, les faux fruits. Je vous renvoie au colloque sur l'agriculture cellulaire organisé par l'ambassade de France aux États-Unis. Peter Singer, le pape du mouvement dit de libération animale, n'est pas par hasard membre de l'Académie de l'agriculture cellulaire nord-américaine. J'aimerais conclure en vous soumettant une hypothèse. Je me demande si les stratégies d'euphémisation que l'on a trop connues depuis des décennies des produits carnés ne préparent pas le succès de l'agriculture cellulaire. Par euphémisation de la viande, j'entends ce processus qui prive un aliment de tout ce qui le caractérise. Une viande privée de ses exsudats, du gras apparent, une viande qui ne ressemble plus vraiment à de la viande. On peut raisonner sur l'exemple du poisson. On a d'abord le poisson au naturel, avec sa tête, ses nageoires, ses arêtes. On a ensuite, et c'est très bien, les filets de poisson. On a après les poissons reconstitués, du surimi au poisson pané. Défendre la viande bio locale est nécessaire. Mais cela ne peut se faire, je pense, qu'en refusant cette stratégie d'euphémisation, en cuisinant des morceaux toujours plus diversifiés, en procédant, ça a été évoqué aussi, à de nouvelles découpes, en proposant des plats suffisamment identifiés pour que jamais un enfant ou un adulte ne puisse dire « j'ai mangé de la viande » ou « j'ai mangé du fromage » sans pouvoir préciser lequel. La promotion de la viande bio locale va de pair avec cette éducation au goût. J'aimerais citer Condorcet
le grand philosophe des Lumières, qui disait qu'il fallait apprendre à marier la république des ventres avec la république du cœur, c'est-à-dire des sentiments, et la république de la raison. La viande bio locale est bien un passage obligé pour avancer vers une alimentation relocalisée, ressaisonnalisée, moins gourmande en eau, et j'ajouterais une alimentation servie à table. Permettez-moi en conclusion de citer le philosophe de l'Antiquité Démocrite, qui disait « Le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête ». Réapprendre à nos enfants que l'alimentation est un bien commun essentiel de l'humanité et que pour cela, il faut apprendre à partager le plat qui est sur la table, c'est effectivement, je crois, un enjeu culturel, social et écologique fondamental. Je vous remercie beaucoup pour ce moment de culture entre éleveurs de bon goût, on va dire. Et on a été sages comme des images. Il n'y a pas eu une question, pas un commentaire. Tout le monde a été religieusement là à vous écouter. Sincèrement, merci. Et puis, on m'a quand même demandé le titre de votre livre. Donc, je le répète, il s'agit de la lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser, aux éditions Larousse 2019. Donc, vous nous avez donné, et nous avons de la chance, je pense, quelques réponses à ces activistes, ou peut-être, je ne sais pas, idéologues, ou enfin extrémistes un tout petit peu dans notre alimentation, pour pouvoir leur répondre en restauration collective sans culpabiliser. Écoutez, encore merci. Je vais repasser donc la parole à nos intervenants puisque nous avons eu quand même toute une série de questions. Et la première question était la suivante. 50% de produits de qualité, dont 20% de bio, mais est-ce que les éleveurs s'y sont-ils préparés? Et ça, c'est peut-être une question pour Philippe Sellier ou Luc Marie. Parce que, et la suite de cette question, si tous les restaurants scolaires le mettent en place, le prix va exploser selon les lois du marché. Est-ce que vous êtes d'accord? Philippe Sellier, Luc, Marie, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Philippe, votre micro, on ne vous entend pas, pardon. Vous avez besoin de votre micro. En fait, bon c'est… Voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a l'évolution des productions en viande bio progresse tous les ans, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction. Et il faut savoir aussi qu'il y a une partie des bovins, si je prends l'exemple des bovins nés dans des élevages bio, qui sort de la filière. Et aujourd'hui, on a une proportion plus importante de bovins qui partent de la filière bio que celle qui est abattue dans la filière bio. On a fait une étude avec l'Institut d'élevage pour voir où va la viande des élevages bovins bio, et on s'aperçoit que si on prend un chiffre pour 2018, on a 142 000 bovins maigres qui sont sortis des cheptels bio, et en tout, il y en a 129 000 d'abattus. Donc, on a un potentiel qui existe, en plus de la progression continuelle des élevages, des conversions tous les ans qui progressent. On a, par exemple, plus de 12% d'abattage de vaches allaitantes bio sur les 3 dernières années. Donc, on a le potentiel qui va progresser avec la demande si on arrive à ces 20% de bio dans la restauration collective. Merci beaucoup. François, tu veux prendre la parole? Non, c'est Luc. Il y a peut-être Luc voulait peut-être réagir. Oui, Luc. Oui, mais on a par exemple une catégorie animale, le porc bio par exemple, où on a une production qui est très dynamique en termes de croissance. Et je peux vous dire qu'on apprécierait qu'on ait une grosse demande en porc bio pour la filière. Donc, on a effectivement des croissances de production importantes dans les 4 catégories, mais en bovin, tout ne part pas en bio. Et puis en porc bio, on a beaucoup de disponibilité. Donc, je pense qu'il y a des catégories animales qui peuvent répondre présentes.
Je pense que le veau également progresse beaucoup. L'ovin, c'est peut-être un peu plus tendu, mais si on le gère en frais et en surgelé, il y a aussi beaucoup de disponibilité. Donc, moi, je ne vois pas de raison, sauf si nos prix de revient des éleveurs augmentent, d'avoir des flambées dans les prix, surtout si on est dans des discussions d'anticipation et de contractualisation. Il n'y a pas de raison. Merci, Luc. François? Oui, il y a pas mal de questions sur rédaction des marchés, sur les clauses, les clauses à mettre dans les cahiers des charges de marché. Comment on fait? On ne peut que signaler le guide qui a été produit par le CNRC, qui a une dizaine de jours, et qui s'appelle le guide pratique pour un approvisionnement durable et de qualité, qui reprend pas mal d'éléments de rédaction, d'aide à la rédaction de marché, et qui évidemment peut s'appliquer à la viande et à la viande bio évidemment aussi, qui insiste sur tous les outils qui existent actuellement en la matière dans le sourcing. On a parlé beaucoup de sourcing, c'est même le discours que Luc a tenu, que Antoine aussi a tenu, sur lequel Julien a insisté. Il a même dit qu'il avait passé plus d'une année à élaborer un sourcing digne de ce nom. Moi, j'ai noté l'ensemble de la chaîne alimentaire, producteur, transformateur, surgélateur, parce que je les mets aussi comme acteurs principaux de cette démarche. Évidemment, la formation des équipes de cuisine, on n'insistera jamais assez sur ce point-là. Les équipes de cuisine doivent savoir cuisiner des produits de qualité, et je pense que c'est même peut-être le facteur le plus limitant aujourd'hui. Ce n'est pas le prix le facteur limitant, c'est la formation des équipes de cuisine. Et sur ce point-là, je pense qu'il faut peut-être demander à Julien comment il a formé ses équipes de cuisine. Julien, tu as la parole. Oui, comment j'ai formé mes équipes de cuisine? Moi, j'ai fait 15 ans de restauration traditionnelle et gastronomique, donc je suis passionné de cuisine, c'est mon premier métier, la cuisine, et donc voilà, donc il n'y a eu aucun souci. Pendant les 5 premières années, j'étais tous les matins avec mes gars, leur expliquer, leur montrer, voilà. Après, on a fait de la formation sur de la cuisine alternative qui était plus sur des cuissons de nouvelles céréales, voilà tout ça. Mais après, de nos jours, on a des outils formidables qui nous aident sur de la cuisson basse température, des cuissons de nuit. Ça m'a permis de réorganiser la cuisine, de faire des économies de personnel. Voilà, quand on dit on ne peut pas travailler, moi, c'est la réorganisation totale du service restauration. Ah ben oui. Antoine, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Enfin, je vais abonder en ce sens. La première des choses, pour bien réussir à travailler cette typologie de viande, il fallait former les équipes. Donc, on a envoyé nos directeurs de production chez un formateur. Le formateur est venu ensuite, il a passé quasiment une semaine avec nous. On a fait des tests sur les produits qu'on achète chez Sicaba. Avec différents types de cuisson, donc la cuisson traditionnelle et ensuite la cuisson basse température, la cuisson sous vide, etc. Et il a fallu faire adhérer les cuisinants à cette nouvelle méthodologie. Si on leur impose, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment la formation, elle est primordiale, et l'accompagnement. Faire une formation une fois, ça n'a pas de sens. Donc, on demande, nous, à notre formateur, qui est quelqu'un d'externe, à venir régulièrement remettre le cœur à l'ouvrage. Très bien. Je ne vous entends pas, Laurent. Laurent, ton micro. Ton micro, Laurent. Pardon, excusez-moi. J'étais en train juste de préciser que le guide pratique s'appelle Guide pratique pour un approvisionnement durable et de qualité. Donc voilà, je l'inscris tout le monde. Et il sur le site du ministère de l'Agriculture. Voilà, il est sur le site du ministère de l'Agriculture. Nous vous donnerons le lien. Et donc, il vient de paraître en mars 2021. Je regarde les autres questions. On a
la question sur le développement constaté en viande bio sur les différentes espèces. Concerne-t-il une production française ou s'agit-il de viande importée? On a vu que le ministre en a parlé et on aimerait savoir si il y a aussi peut-être une réduction peut-être de ces importations de viande. Est-ce que Luc-Marie, vous souhaitez répondre à cette question? Antoine, peut-être? Bah, moi, peut-être que l'agence bio a des chiffres, mais je pense qu'on a peut-être de l'importation sur certaines pièces de découpe de porc pour la transformation, notamment des gros faiseurs qui font des jambons cuits bio et qui achètent en extérieur. Mais sinon, je pense qu'on a une production nationale qui suffit en bovin, en veau, en agneau. Et je ne connais pas, moi, de logique d'importation dans les viandes bio, sauf sur cette filière porcine, sur certains morceaux très particuliers. D'accord. Peut-être que l'agence bio a des chiffres. Alors, j'ai une autre question, peut-être pour l'agence bio ou Antoine, je pense, ou Julien. Est-ce que les parents qui sont intéressés par cette offre de la bio sont prêts à payer plus cher le repas pour compenser le coût matière qui va considérablement augmenter? Est-ce que, Julien, finalement, toi, à 1,90 €, tu as réussi à modérer ce surcoût, mais est-ce que les parents, tu penses, sont prêts à payer un peu plus cher le repas? Alors moi, j'ai des exemples phares. Nous, Millau, c'est une commune de 20 000 habitants. On a 10 petites communes à côté de Millau qui sont sur entre 2 et 5 000 habitants, qui étaient sur de la restauration de pas très bonne qualité, qui sont venus vers moi justement pour passer à une restauration de meilleure qualité. Bien sûr que moi, je suis mairie, donc je ne pouvais pas leur vendre à perte. Donc, je leur vends le prix du repas 4,60 €, c'est-à-dire le prix sorti de la cuisine. Je ne fais pas de bénéfice, mais je ne perds pas d'argent. D'accord. Les 3/4 des parents de ces collectivités ont dit on est prêt à mettre un petit peu plus au prix du repas à la cantine si nos enfants mangent de la qualité. C'est pour ça que moi, je suis parti vers le label Écossaire aussi, parce que le label Écossaire, il vient et il vous fait un état des lieux, un audit de votre cuisine. Et quand je dis à aujourd'hui, je suis à 45% de bio, tant pour cent de local, je ne triche pas. Toutes mes factures sont épluchées. Et pour moi, ça, c'est garant pour les parents de dire, voilà, ce qu'on fait, on le communique, mais c'est vrai. Merci Julien. Antoine, est-ce que, Ah. est-ce que c- Pour le coup, pour moi, il faut plus poser la question aux mairies. Parce que c'est un choix éminemment politique de choisir ou pas d'avoir plus de bio, de la contribution, soit que la mairie contribue un peu plus ou les parents peuvent mettre un petit peu plus. Je pense que pour discuter avec pas mal de parents lors des commissions, parce que j'aime bien aller voir comment ça se passe dans les écoles et rencontrer les parents, il y a une vraie volonté de qualité dans les produits qui sont servis aux enfants. Le bio, mais encore une fois, je le disais dans les questions, le bio, s'il a traversé la terre entière, ça n'a pas de sens. Donc, c'était vraiment des questions qui sont posées par les parents, auxquelles nous, on arrive à répondre par notre politique d'achat. Je pense que nos confrères répondent en ce sens également, mais quand on est accompagné par des producteurs comme Sicaba ou sur la volaille par Baudin, le discours est beaucoup plus facile. J'ai une dernière question, puisqu'on voit que le temps s'écoule. Au niveau des quantités, je pense que ça, c'est une question pour Philippe ou Luc. Au niveau des quantités, les éleveurs sont-ils prêts à anticiper des commandes à hauteur, à minima, de 20% de viande bio sur tout le territoire national? Est-ce que vous avez une perspective d'augmentation? Est-ce que ça, vous pouvez la définir éventuellement? Ou c'est difficile pour vous? Luc, votre micro. Oui, Pardon. oui, ben, mais vous savez, on a plus pâti en 2020 de l'arrêt des restaurations scolaires à cause de la crise sanitaire que d'autres choses. Donc, on est bien en phase pour augmenter nos activités à la taille où on est, mais je pense que la filière des intervenants de viande bio sont en capacité d'assurer des croissances si le marché évolue, c'est bien l'objectif. Moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Si c'est
effectivement dans des logiques d'anticipation et avec des discussions où tous les maillons sont concernés, quoi. Si c'est pour arriver en 15 jours à tripler des volumes sans que c'est été connu de qui que ce soit, sans anticipation, bah, effectivement, on arrivera à des échecs. Si par contre c'est très encadré, très discuté avec des programmes à l'année, avec des évolutions bien pilotées, moi je pense qu'il y a du grain à moudre, hein. La filière viande en France, en bio, est capable de répondre, hein. Moi je ne suis pas inquiet là-dessus. Par contre, il faut de l'organisation, il faut de la discussion, il faut de l'anticipation. Et je dirais même un peu de contractualisation, parce que quand vous engagez un éleveur, et on en a qui sont prêts à faire des nouvelles productions, parce que je parlais du veau, faire un broutard qui va être engraissé ailleurs, alors qu'on peut le valoriser sur place dans l'exploitation, mais c'est vrai qu'il faut l'organiser. Après, il faut qu'il y ait un retour, il ne faut pas laisser tomber ces filières-là, comme des fois on voit dans certaines mairies qui arrêtent parce qu'ils remettent 2 repas véganes et ils laissent tomber des logiques de contractualisation. Oui, il faut quand même y penser, mais moi je vous dis qu'il y a du grain à moudre sur nos productions bio, hein, dans les 4 espèces. Et que franchement, si c'est bien organisé, on peut répondre. Je voulais remercier tout le monde. Il est 18h30. Voilà, nous sommes au bout de ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à toutes vos attentes. Pour les questions qui restent, nous allons les faire suivre, si elles sont bien dans le QR, à nos intervenants en fonction des questions, et ils vous répondront par mail. Vraiment, merci à tous. Luc, oui, vous êtes un peu fatigué, j'espère que c'était un peu tendu. Hein, non, je rigole. Non, mais j'imagine. Mais merci vraiment à vous tous, à Cécile, à Jean-François, à Paul, à Philippe, Dominique Langlois et toute l'équipe technique que l'on voit, qu'on ne voyait plus. Laurence, ça y est, apparaît. Palma, Stéphanie. Merci à tous. Merci à tous. Et vous retrouverez donc ce webinaire enregistré sur notre chaîne YouTube Défis et controverses, si vous voulez le revoir. Et nous vous attendons. La prochaine date, Laurence, c'est quand ? Le 19 mai à 17h. J'ai mis le lien dans la conversation. Voilà. Et nous parlerons de l'alimentation des jeunes. Et voilà, les jeunes, parce que les jeunes s'éclatent en alimentation, ou on va dire plutôt un marché qui s'éclate. Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt pour vous retrouver donc avec nos défis et controverses. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.